bonsoir à tous, bonne fin de semaine sur Monaco Info, ravi de vous retrouver jusqu'à dimanche. Voici nos titres. Charlotte Casiraghi publie son premier livre, La Fêlure, un récit philosophique dans lequel elle explore les sensibilités de l'âme humaine qui nous poussent à avancer. L'écrivaine nous a reçus dans les locaux des rencontres philosophiques à Paris. Entretien exceptionnel dès le début de ce journal. Lui entre dans la dernière ligne droite des phases de poule du top 12. Le gymnaste Kevin Crovetto affrontera Sotteville les Rouen demain. Il sera notre deuxième invité ce soir. Le jardin animalier Régnier 3 reste fermé, mais nous en savons plus sur les travaux qui l'attendent. Le parc sera plus sûr, plus confortable et plus moderne. Toutes les explications à suivre. Enfin, c'est l'une des nouveautés de l'agenda culturel. Après Le Petit Prince, le Théâtre des Muses présente La Raison du plus fou. Le titre parle de lui-même, les premières images à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, cette information du Palais qui nous est parvenue ce matin, nous avons appris qu'Olivier Wenden vient d'être nommé directeur de cabinet du prince Albert II. Il succédera à compter du lundi 2 mars prochain à Christophe Stener qui occupait ce poste depuis le 4 septembre 2023. Dans le communiqué, le prince souverain a exprimé, je cite, sa vive et chaleureuse reconnaissance à M. Stener pour avoir accepté d'exercer ses hautes fonctions dans une période particulièrement exigeante pour les institutions de la principauté. Fin de citation. Le remplaçant d'Olivier Wenden à la vice-présidence de la Fondation Prince Albert II n'a pas encore été annoncé. C'est l'un des visages qui fait rayonner la principauté bien au-delà de ses frontières. D'abord en tant que fondatrice des rencontres philosophiques de Monaco et désormais en tant qu'auteur, Charlotte Casiraghi sort son premier ouvrage écrit en solo, La Fêlure, paru hier. À cette occasion, elle nous a ouvert ses portes à Paris pour nous en parler. Entretien. Bonsoir Charlotte Casiraghi. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici dans vos locaux à Paris. Nous sommes à 2 pas des Invalides. Vous signez donc ce très beau livre, La Fêlure, publié chez Julliard. C'est ici que vous l'avez écrit, loin de Monaco, à Paris? Oh, j'ai écrit aussi beaucoup à Monaco, donc c'est pas... Voilà, j'ai un peu écrit dès que je le pouvais, donc ça a été un petit peu en fonction des endroits où j'étais, donc j'ai pas eu de lieu précis pour l'écriture de ce livre. C'est un cheminement, votre livre, on va le comprendre, un cheminement aussi là où vous l'écrivez. Je le disais en plateau, c'est donc votre premier livre en solo. On se souvient en 2018 de L'Archipel des Passions, coécrit avec votre mentor, le philosophe Robert Maggiori. Avant d'entrer pleinement dans l'univers de ce nouvel ouvrage, d'où est partie l'idée de vous lancer dans sa rédaction et qui plus est, seul pour la première fois? C'est vrai que j'ai écrit mon premier livre avec Robert, donc à 4 mains. Et Robert m'avait toujours dit, il y a un moment où l'élève doit dépasser le maître et incarner aussi son propre chemin. Et donc c'est vrai que la décision, elle n'a pas été, pas un beau jour, un matin, je me suis réveillée en disant je veux écrire mon livre. C'est quelque chose qui s'est fait avec le temps et que j'osais peut-être pas pendant longtemps assumer peut-être d'écrire seul un livre et ça a été voilà, un processus qui m'a amené vers ce geste-là que de signer mon propre livre. Vous empruntez le titre La Fêlure à celui d'un autre livre, celui de l'écrivain américain Francis Scott Fitzgerald, en anglais c'est The Quack Up, dans lequel l'auteur interroge sa propre perception de lui-même, ses faiblesses intérieures, avec pour point de départ son alcoolisme. L'auteur est alcoolique. C'est ça la fêlure dont vous parlez? C'est une faiblesse, une douleur enfouie, refoulée? Alors la fêlure, c'est plutôt quelque chose qui est pas forcément visible au premier abord. C'est une cassure légère, mais qui n'est pas une rupture. Donc on peut quand même fonctionner avec une fêlure. Donc c'est pour ça qu'il est facile de la dissimuler et parfois on ne se rend pas compte soi-même des endroits où nous sommes plus fragiles. Mais par contre, la fêlure, si on appuie dessus, à cet endroit-là, il y a effectivement le risque de casser. Et je crois que nous avons tous des fêlures, mais qui ne se sont pas forcément situées au même endroit. Ça dépend de notre histoire, de certaines circonstances, de notre milieu, de plein de facteurs conjugués. Mais peut-être que pour tenter de saisir un peu mieux ce qu'est une fêlure, c'est un endroit où il y a du silence. C'est un endroit où on ne peut pas formuler ce qui nous arrive. Et donc souvent,
La fêlure se traduit parfois par un tremblement dans la voix, le fait de tout à coup rougir, de sentir ce décalage, ce léger tremblement, où tout à coup on ne comprend pas très bien pourquoi on n'est plus en adéquation avec soi-même, pourquoi on perd la maîtrise. On transpire nos fêlures. Voilà, c'est ça. Votre livre se situe entre le récit, la philosophie, et on sent en le lisant que c'est une forme de guide finalement. Est-ce que c'est vraiment ça son objet? Vous souhaitez vous livrer, vous souhaitez aider, rassurer, ou juste explorer, faire de l'introspection en posant des mots sur les fêlures qui habitent chacun de nous? Je crois que vraiment le livre n'est pas du tout dans le but de rassurer ou de réparer ce qui est cassé en nous. Au contraire, c'est accepter l'irréparable, accepter qu'on peut quand même fonctionner même en étant un peu cassé à certains endroits. On n'est pas obligé d'être la meilleure version de soi-même, d'être extrêmement performant et capable de tout maîtriser. Au contraire, c'est peut-être en montrant ses parcours et ses destins d'écrivains et d'écrivaines ou d'aventuriers, c'est que c'est à partir de là que commence l'aventure de la création. Est-ce que votre expérience a beaucoup joué justement dans l'écriture de ce livre? Parce qu'en préambule, vous nous livrez justement une confession sur votre vie personnelle. Née dans une famille princière, vous dites avoir souvent été prise pour celle que vous n'étiez pas, admettant tout de même bénéficier, je vous cite, de privilèges, mais sans qu'ils ne soient le fruit d'aucun mérite. Est-ce que c'est là votre propre fêlure, puisque vous dites que justement elle ne se résume pas qu'à une seule chose, c'est la fêlure, ou est-ce que c'est ce qui a engendré une sorte de fêlure en vous qui vous a porté dans la rédaction de cet ouvrage? Je suis pas sûre en fait que, j'évoque cela au début du livre que j'ai eu toujours l'impression d'un décalage entre ce qu'on peut percevoir de nous de l'extérieur et qui correspond à une image et comment on vit, on ressent les choses, qu'est-ce qui nous importe et que les autres ne voient pas. Donc ce décalage, ça constitue un point de fragilité peut-être aussi qui m'a encouragée dans l'écriture, mais je crois que ça n'est pas une raison qui a présidé à l'écriture de ce livre. Mais c'est sûr que ça m'a donné envie peut-être de dire que l'image que les gens ont de nous, qui est souvent parfois un peu stéréotypée, un peu lisse, n'est pas nécessairement la manière dont on se vit, où en fait il y a une singularité qui est propre à chacun et qui se situe peut-être aussi dans notre fragilité, mais qui n'est pas saisissable tout de suite, qui est un peu furtive, discrète, et qui donc ne se fixe pas dans une image ou une définition. Et ce sera notre conclusion. Merci beaucoup Merci. Charlotte Casiraghi de nous avoir reçus ici à Paris pour donc nous parler de ce livre que vous signez seul, La Fêlure, c'est chez Julliard et c'est donc désormais disponible à la vente. Merci à vous. Merci. Dans le reste de l'actualité, la Commission nationale monégasque pour l'UNESCO a organisé en fin de semaine son assemblée générale autour de son nouveau président, le scientifique Denis Allemand. Quelle est cette commission monégasque et quels sont les sujets qui étaient à l'ordre du jour de cette assemblée générale? Je vous propose d'écouter la réponse de Denis Allemand au micro de Fabien Bonilla. Tout le monde connaît l'UNESCO, qui est une grande institution travaillant dans les domaines de la science, de l'éducation, de la culture. Peut-être qu'on connaît beaucoup moins les commissions nationales qui sont en fait le support local de l'UNESCO. C'est très important pour l'UNESCO d'avoir finalement ces supports qui permettent une interaction, un retour de l'UNESCO vers la base, vers la société civile, vers les chercheurs, vers les enseignants, vers le monde de la culture. Et c'est ça ici que l'on va faire aujourd'hui. On a plusieurs points à l'ordre du jour. On va essayer de dynamiser un petit peu cette commission et d'avoir des activités. Alors parmi les activités qu'on va lancer, c'est une première chose, c'est un cycle de conférences scientifiques
qu'on va lancer avec à la médiathèque Caroline, dans ce magnifique amphithéâtre de la médiathèque. Et puis, il y a d'autres questions qui vont être abordées. Parmi ces questions-là, c'est le patrimoine immatériel de l'humanité. Monaco n'a aucune inscription à ce patrimoine-là et on va discuter avec une association qui travaille un petit peu dans ce sens-là pour essayer de mettre au patrimoine immatériel la cuisine monégasque. Ouvrons un chapitre sportif à présent, avec d'abord la Ligue des Champions. Après le tirage au sort, nous connaissons le futur adversaire de l'AS Monaco pour les barrages, et il s'agira du Paris Saint-Germain. Le match aller au Stade Louis II aura lieu le 17 ou 18 février, et le match retour au Parc des Princes le 24 ou 25 février. Et le vainqueur héritera d'un choc en 8e contre Chelsea ou le FC Barcelone. La route est encore longue jusqu'à la finale à Budapest le 30 mai prochain. Mais avant ça, Monaco reçoit Rennes demain pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 cette fois, et bien sûr, en conférence de presse d'avant-match, toute leur attention était tournée vers le résultat du tirage au sort pour les barrages de Ligue des Champions. Écoutez. Moi, j'avais dit après le match que je n'avais pas énormément de préférence par rapport au tirage. Newcastle, je les connais pour les avoir rencontrés cette année. Ça aurait été une belle manière avec Monaco de les rencontrer, de se rejauger à eux. Après, le PSG, on connaît le niveau, on les a rencontrés cette année. Donc voilà, je me réjouis d'être à cette date, mais avant ça, il y a énormément de matchs sur lesquels on doit construire pour arriver à cette période avec le plus de confiance possible. Et on sait que c'est un match aller-retour, et pour moi, tout est jouable. Le fait d'affronter une équipe française, je pense que c'est pas ce qu'on attendait le plus. On aurait aimé peut-être Newcastle, mais le fait d'affronter le PSG, on va se préparer pour ça et faire le maximum. Je pense que sur le papier, ça risque d'être eux les favoris. Après, nous, mentalement, au sein du club, on sait qu'on a tout pour gagner. Du coup, on va continuer à travailler et préparer ce match comme il faut. Et puis à l'occasion de cette réception de Rennes, notez que Valère Germain, qui vient tout juste de prendre sa retraite, sera à l'honneur ce samedi. L'ancien champion de France en 2017 avec l'AS Monaco prendra part à une grande séance de dédicace sur le parvis du Stade Louis II de 20h à 20h30. Toujours en sport, mais en gymnastique cette fois, nous entrons dans la dernière ligne droite des phases de poule du top 12 qui se terminera au mois de mai. Au programme, l'Étoile de Monaco affrontera Sotteville-les-Rouen demain. L'un des gymnastes bien connus qui y participera sera Kevin Crovetto et il est en duplex avec nous depuis sa salle d'entraînement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Kevin, le top 12, c'est le championnat qui rassemble l'élite de la gymnastique française avec 12 équipes. Pour les personnes qui ne connaissent pas bien, pourriez-vous commencer par rappeler au grand public comment fonctionne dans la forme cette compétition à laquelle vous participez, d'autant que la formule change cette saison, hein. Oui, la formule change. Donc le top 12, c'est les 12 meilleures équipes françaises qui s'affrontent. Et donc c'est sous forme de duel. Donc il y a un gymnaste qui affronte un gymnaste. Le gymnaste qui remporte le duel offre 3 points à son équipe. Donc la compétition cette année, par rapport à l'année dernière, elle se déroule sur 6 agrès, 4 duels par agrès. Et en plus, la petite nouveauté, c'est la mise en place de bonus s'il y a un certain nombre de points d'écart sur un duel qui offre des points supplémentaires à l'équipe qui remporte le duel. Et là, on est sur 3 journées, hein, c'est bien ça ? Alors, on sera sur 3 journées, mais chaque équipe en fait que 2. En fait, c'est des poules de 3 équipes. Donc nous, on est tombé dans une poule assez relevée avec Valoris qui sont triple champions de France en titre et Sotteville qui est une équipe un petit peu plus de notre calibre contre laquelle on match ce week-end et où il va falloir prendre des points pour essayer de ensuite aller embêter Valoris. Comment se compose l'équipe monégasque ? Est-ce qu'il y a du 109 cette saison ? Alors oui, il y a du 109. On a un jeune qui a intégré le collectif, Karim Mangalabima. Donc, qui nous a rejoint cet été. Donc on avait besoin d'avoir un petit peu de renouveau dans cette équipe qui est un petit peu vieillissante, qui est une des, pour pas dire la plus vieille moyenne d'âge du top 12. Donc voilà, on a fait le choix de recruter un jeune pour nous aider. Et ensuite, l'équipe est toujours composée de ses fidèles avec Lilian Piotr, Romain Chapelle, il y aura Hugo Villeneuve, moi-même. Voilà, après, ça reste du classique, mais on a une recrue quand même qui est venue nous épauler.
Alors je crois que l'Étoile de Monaco évolue dans ce championnat depuis la saison 2018-2019, arrêtez-moi si je me trompe, avec une belle et historique 3e place en 2022 et 2023. Pour cette équipe que vous avez vue évoluer au fil du temps, comment se prépare l'épisode de ce samedi? Est-ce que cette nouvelle formule vous donne du fil à retordre? Parce qu'on imagine que c'est plus intense, il y a plus d'enjeux et puis il y a du beau monde aussi dans l'équipe de Sotteville. Oui, ils ont une très belle équipe. Ils ont fait champion de France en 2022, l'année où on fait 3e, ils remportent la compétition. Donc c'est une équipe très très sérieuse. Après, comment on l'aborde? Comme d'habitude, avec beaucoup de travail, beaucoup de volonté. On a essayé de se préparer au maximum avec les forces qu'on avait. Et après, c'est un petit peu délicat parce que c'est un championnat, mais c'est un championnat qui se joue sur 2 matchs. Donc comme dans un match tout peut arriver, on peut avoir un jour moins bien ou un jour au contraire où on réussit tout. Donc il faut vraiment être prêt le jour J et c'est ça qui fait la beauté de cette compétition. Et sur un temps assez réduit de 3h30, on peut complètement changer sa saison entre jouer le barrage pour ne pas descendre ou jouer l'accès aux demi-finales pour jouer le titre après. Parce que vous disiez, vous appréhendez quand même cette équipe de Sotteville. Oui, c'est une équipe sérieuse. En 2022, donc il y a 3-4 ans, ils ont remporté la compétition. Donc c'est une équipe qui est quand même assez solide, même s'ils seront privés d'un de leurs meilleurs gyms. Enfin, c'est une équipe quand même qu'il faut prendre avec sérieux. Et en gymnastique, celui qui tombe, il gagne rarement son duel. Donc même s'il y a des équipes qui sont plus fortes ou plus faibles, il faut toujours réussir ces passages pour emporter le match. Justement, à ce sujet, je vous propose qu'on écoute votre entraîneur, Sébastien Guizol. C'est des matchs très difficiles, il y a beaucoup d'enjeux, c'est très très lent. On est dans une poule où c'est abordable. On est 3. Le match contre Sotteville va être très très important pour la suite de la compétition. Sur le papier, c'est très très ouvert, c'est très jouable. En revanche, on tombera à domicile contre Valoris, qui est le triple champion de France, donc ça va être plus difficile. Ils ont une très très belle équipe. Là, la compétition, comme toutes les compétitions, c'est quand même assez ouvert et on compte beaucoup sur ce match. Il va falloir être présent, on n'a pas le choix. On l'a entendu, Sébastien Guizol, lui, a envie d'y croire. C'est votre cas aussi, vous êtes confiant en conclusion? Bien sûr, on est toujours confiant. Un match, ça reste un match. On part conquérant, on y va pour essayer de gagner chaque duel et chaque rencontre. Après, même si on sait que parfois il y a des adversaires qui sont un petit peu supérieurs à nous, mais on commence toujours un match pour le gagner, quel que soit l'adversaire. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'approche de cette rencontre avec Sotteville et Rouen dans le cadre de la suite du top 12 de gym. Merci beaucoup, Kevin Crovetto, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci à vous. Traversons l'Atlantique. Les États-Unis accueilleront prochainement plusieurs grands événements sportifs, comme entre autres la Coupe du Monde de football en 2026 ou les Jeux Olympiques d'été à Los Angeles en 2028. Pour cette raison, les investissements dans le sport connaissent une croissance fulgurante dans le pays, y compris en Formule 1. Miami, Austin, Las Vegas, 3 grands prix américains figurent désormais au calendrier. Le moment est donc opportun pour la diplomatie monégasque de réaffirmer l'excellence de la principauté dans cette discipline. Dans ce contexte, Maggie Macario-Doyle, l'ambassadrice de Monaco aux États-Unis et au Canada, participait hier à un forum international sur le thème de la diplomatie sportive, avec de nombreux sujets abordés par des invités de marque, dont le président de la FIFA et l'ambassadeur de Bahreïn aux États-Unis. Maggie Macario-Doyle a résumé au micro de notre correspondant Bastien Bory le message qu'elle souhaitait faire passer lors de cet événement. Écoutez. C'était pour nous une opportunité extraordinaire de pouvoir parler d'un moment d'un événement iconique de la principauté qui est le Grand Prix de Monaco, une histoire qui n'est pas toujours connue du public et souvent d'expliquer plus en profondeur ce que le Grand Prix de Monaco représente pour nous économiquement, diplomatiquement, mais aussi de raconter que c'est une continuation de l'excellence au travers des différents Grands Prix qui se tiennent en principauté chaque année. Il est facile actuellement pour un pays d'acheter sa place dans le calendrier de Formule 1, mais ce qui ne s'achète pas, c'est la continuité, le fait que vous bâtissez quelque chose sur la durée. Depuis 1929, la principauté offre au monde entier un événement global qui est bien ancré dans un lieu, dans l'histoire et dans la fiabilité. Pour un petit pays de notre taille, cette continuité est importante parce qu'elle est non seulement une tradition, mais elle est aussi ce qu'on appelle un instrument de soft power.
Retour à Monaco, nous en parlions cette semaine. Le jardin animalier Régnier 3 reste fermé toute l'année 2026 pour permettre aux travaux de sécurisation de la falaise de se poursuivre. Cette intervention prépare également un projet de modernisation pensé pour le confort et le bien-être des animaux, tout en revoyant l'expérience des visiteurs. Vanessa Dessy et Jean-Alexandre Dordet se sont rendus sur place pour mieux comprendre comment tout cela va fonctionner. Le jardin animalier Régnier 3 restera fermé au public tout au long de l'année 2026, le temps de mener d'importants travaux de sécurisation de la falaise qui le surplombe. Ces opérations cruciales pour la sécurité des animaux et des équipes visent également à préserver l'écosystème naturel du site. On est fermé maintenant depuis presque 18 mois, donc pour des travaux de sécurisation de la falaise. Donc on a pris du temps parce qu'on a voulu privilégier aussi tout ce qui est faune et flore sur la falaise, qui sont protégés pour avoir un impact le moins dérangeant possible. Donc là, la campagne est en train d'être effectuée, la moitié a déjà été faite. Donc jusqu'en milieu d'année 2026, il y aura des travaux de consolidation et de sécurisation de la falaise. Globalement, les animaux ne sont pas impactés dans la mesure où ils ont tous des bâtiments qui sont sécurisés. Donc les espèces les plus sensibles, on les enferme l'après-midi et on leur ouvre une fois qu'ils ont fini. Et sinon, il y a quelques espèces qui ont été déplacées dans le parc, mais il n'y a pas eu d'impact significatif pour eux. Une fois cette phase achevée, le jardin animalier entamera un vaste projet de modernisation. Les espaces seront mieux adaptés aux besoins des pensionnaires, tandis que le parcours de visite sera repensé pour offrir au public une expérience plus immersive dans des infrastructures confortables et respectueuses de l'environnement. On a profité de cette année de fermeture pour mettre au point un beau projet de modernisation. Donc en fait, l'idée, c'est pas de faire venir beaucoup de nouvelles espèces, mais de loger encore mieux toutes les espèces qu'on a. Donc en fait, il y aura des cohabitations qui seront mises en place, des grands volumes, des parcs qui seront repensés. Tout ce qui est circuit visiteur et confort de visite sera également amélioré et avec de belles surprises. Et voilà, donc on espère que ça commence bientôt. Donc voilà. Toutes les étapes des travaux et du futur projet de modernisation sont planifiées en fonction du bien-être des animaux. Les interventions éviteront les périodes de reproduction et limiteront l'exposition au bruit, afin que les pensionnaires du jardin animalier Régnier 3 ne soient ni dérangés ni stressés. À l'agenda culturel maintenant, un nouveau spectacle. Le Théâtre des Muses propose La raison du plus fou, une pièce qui montre que la folie et la raison ne se trouvent pas toujours là où on les attend. Céleste Nuckelmann et Alexandra Paolini sont allés à la rencontre des deux artistes qui incarnent sur scène les célèbres philosophes Denis Diderot et Jean-Jacques Rousseau. Regardez, c'est impressionnant. Franck Mercadal, auteur de la pièce, s'est lancé un pari fou. Faire rencontrer deux personnages historiques avec des personnalités totalement différentes dans une pièce de théâtre moderne. Cette pièce, c'est ma première pièce que j'ai écrite et c'est la rencontre entre Rousseau et Diderot. Alors pourquoi Rousseau et Diderot ? Parce que je voulais traiter une histoire d'amitié qui se déroule mal finalement. C'est ça que je souhaite, que Grégory et moi souhaitons faire, c'est surprendre les spectateurs au travers de deux pensées de philosophes très importantes. Meilleurs amis hier, frères ennemis aujourd'hui, Jean-Jacques Rousseau et Denis Diderot se retrouvent dans un face-à-face tumultueux, une véritable joute verbale où les deux hommes, grands philosophes du XVIIIe siècle, s'affrontent à coups d'humour, de sarcasme et d'idées autour d'un jeu d'échecs. Quand j'ai reçu le texte, c'était tellement dense, il y avait tellement d'idées philosophiques, de points de repère historiques. Je lui ai dit, mais voilà, en fait, je pense qu'il faut amener le spectateur à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire à replonger dans les détails. Et comme ils vont être un peu paumés très vite, parce que le texte il est très dense, j'ai eu l'idée de casser ce qu'on appelle le quatrième mur et de parler directement aux gens et de leur dire, bon voilà, en fait on en est là de l'histoire, il se passe ça, et donc on va faire des allers-retours sans arrêt entre le public, le passé, le présent, et surtout l'idée c'était que ces deux personnages, Rousseau et Diderot, ces deux amis, vont se confondre avec les deux comédiens, Franck et Grégory, donc on va plus savoir au bout d'un moment qui parle, est-ce que c'est le comédien ou le personnage. Durant plus d'une heure, les spectateurs découvrent que la pensée philosophique de ces deux esprits majeurs de l'époque des Lumières résonne étonnamment avec notre époque. Liberté d'expression, libre pensée, place de l'individu dans la société, des débats vieux de plusieurs siècles, mais plus actuels que jamais.
C'est reparler des Lumières, du mouvement des Lumières, et plus particulièrement au travers de cette pièce-là, de souligner l'importance de l'altérité. La pièce montre que même étant ennemis, eh bien, Rousseau comme Diderot, eh bien, ils ont besoin d'une personne en face qui savent les faire réfléchir et qui puisse faire élever leurs pensées. S'il y a un message à faire passer, c'est reprenons le temps de débattre calmement et posément. En tournée dans toute la France, La Raison du plus fou est à découvrir dans l'ambiance intimiste du Théâtre des Muses jusqu'au 1er février. N'hésitez pas à venir nous voir pour réviser vos cours de philosophie, mais effectivement sous un angle différent, vous allez redécouvrir Rousseau et Diderot. Voilà, j'allais le dire. Voilà. Voilà, et n'oubliez pas que la pièce Le Petit Prince se joue également demain samedi et dimanche. Voilà pour l'actualité de ce vendredi, c'est la fin de ce journal. Dans un court instant, vous retrouverez Alexandra Pani pour vos prévisions météo. Ensuite, ne manquez pas l'après-JT, consacré ce vendredi à la classe Ulysse du collège Charles III. Je vous propose de nous laisser sur un retour en images de l'entraînement sportif du skieur français Léo Anguenot, de passage à Monaco ce matin, qui a ensuite rendu visite à Valentin Vachereau pendant son propre entraînement. Les clichés sont signés Stéphane Dana. Merci de nous avoir suivis. A tout de suite pour l'après-JT. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en cette fin de semaine pour le point météo. Pour ce samedi 31 janvier, il faudra s'attendre à une journée nuageuse. Les températures se situeront entre 8 et 13 degrés. Le soleil se lèvera à 7h46 précisément et se couchera à 17h41. Et n'oubliez pas de souhaiter une excellente fête aux Marcel. Bonne soirée à vous sur Monaco Info.